Donc, je vais vous présenter Terre et Famille, qui est une association créée le 8 décembre 2014 par Stéphanie et moi-même, et qui avait pour comme idée, l'idée qui nous a guidés, c'était de faire du lien entre les gens, parce qu'on trouvait que finalement on vivait un peu tous séparés les uns des autres. Et finalement, on s'est rendu compte que pour lier les gens, il n'y avait pas mieux que la religion. Et c'est pourquoi des chapelets ont été organisés dans l'église de Briand, donc qui est le village siège de l'association, où évidemment il y a une église. Et donc chaque premier vendredi du mois, un chapelet est dit par beaucoup d'habitants du village, et puis ceux qui veulent en plus évidemment. Et donc c'était un peu le socle sur lequel on a bâti notre association, qui propose aussi des conférences. On en fait à peu près 5 dans l'année, en général 3 avant l'été et puis 2 à l'automne, avec divers sujets. Vraiment, on a eu Anne, le professeur Magnard qui a commencé, Anne Brassier qui est venue présenter Sainte-Anne, on a eu Marion Sigaud qui nous avait fait une conférence sur les mensonges faussement attribués à l'Église. On a eu des tas de... Jacques Trémollet de Villers. Voilà, Rénald Sécher, enfin bon... Béatrice Bourg. Oui, on a eu des très belles conférences, très intéressantes. Et puis dernièrement, Marie-Françoise. Voilà, et Marie-Françoise Housset. Le week-end dernier, samedi dernier, Marie-Françoise Housset qui est venue présenter avec des diapositives les beautés de la France, la culture française, c'était le titre. Et puis, Terre et Famille a été sollicitée pour des différentes causes, et en particulier pour la défense du patrimoine dans notre région. Et l'histoire était l'église d'Anzilduc, qui est une église romane qui est très très belle, qui est vraiment tout près de Briand, et dans laquelle pas un promoteur, mais un mécène avait proposé de changer tous les vitraux et les remplacer par des vitraux d'un artiste contemporain, et qui était vraiment incompatible avec l'édifice religieux qui est l'église romane d'Anzilduc. Et j'ai dit incompatible, d'autant que ce monsieur, qui s'appelait Fromanger, nous avait expliqué qu'un vitrail qui était encore très très bon état, qui avait été restauré 10 ans auparavant, il fallait aussi l'enlever, celui-ci, parce qu'il était incompatible avec son œuvre. Vous voyez, donc c'était vraiment très malsain et très choquant en fait. Mais pourtant, il y avait eu quand même des négociations de fait, et le projet devait aboutir parce que la mairie avait dit finalement, les vitraux vont être changés, parfait, ça va pas nous coûter un centime. C'est pas tout à fait le message qu'on aurait aimé avoir sur nos vitraux, mais enfin bon, c'est gratuit. Et en fait, donc il y a quelques villageois d'Anzy qui nous ont appelés un peu au secours, et finalement le projet a été abandonné, et ça a été vraiment un grand combat et un grand soulagement pour tout le monde en fait, vraiment même pour, par exemple, le maire, je me souviens qu'il disait finalement, quand on vous explique le message des vitraux, finalement, on comprend pas trop au début, mais finalement, c'est peut-être pas si mal. Enfin, qu'il se laissait convaincre, alors que spontanément, il trouvait pas ça beau du tout, et puis un peu curieux de mettre ça dans une église. Parce que c'était des scènes de la vie de tous les jours, vous voyez, des bicyclettes, puis c'était très... Bref, vous aurez peut-être l'occasion de voir. Si vous allez sur Internet, vous verrez. Voilà. Et donc Terre et Famille avait été appelée, et donc on avait répondu très, très généreusement à la défense de cet édifice religieux, et on encourage beaucoup les gens à faire
là où ils sont, là où ils habitent, tout simplement faire avancer le bien, quoi. Donc voilà. Très bien. Et puis on fait des pèlerinages aussi. Oui, c'est vrai. Des pèlerinages qu'on organise une fois par an. Nous sommes allés 2 années de suite à Vézelay et l'année dernière, nous étions à Cotignac. Donc voilà, on se rassemble entre 20 et 30 personnes là, parce que voilà, on fait ça de manière progressive, parce que c'est pas si facile que ça à organiser les pèlerinages. Et puis on a plusieurs antennes maintenant de Terre-et-Famille. Oui, qui sont... donc voilà, l'association existe embryonnait depuis 2014, et c'est vrai qu'on a vu s'ouvrir des associations un peu sœurs, pas vraiment sous le nom de Terre et Famille, donc pendant ces 3 dernières années. Et puis là naissent des vrais, entre guillemets, des vrais Terre et Famille en Normandie. Dans le Morbihan bientôt. Voilà. À Sospel. Et puis à Sospel, ça c'était nos premiers adhérents aussi, presque. Et voilà. Et puis c'est vraiment le peuple de Dieu, c'est-à-dire que ça vient de tous les horizons, toutes les professions, tous les milieux, des convertis, néo-convertis, des en chemin, et c'est assez des convaincus, des étudiants avec le cercle Bossuet à Dijon. Enfin, c'est assez touchant. Et alors on va passer au sujet. Et donc le sujet, c'est l'autorité dans la famille. Alors ça tombe bien parce que Elisabeth a 8 enfants. Elisabeth est très modeste, donc très... Mais en fait, elle mène sa barque d'une façon exemplaire, parce que ses enfants sont vraiment magnifiques, adorables. Et donc c'est un travail... En plus, tu élèves des moutons. Donc c'est une mère de famille qui tient sa maison, mais au sens, je dirais, médiéval du terme. C'est-à-dire que la famille est aussi un endroit où on produit, et pas seulement un endroit où on consomme. Donc voilà, Elisabeth est là pour être l'aspect concret de la chose. Et puis moi, je vais faire l'aspect théorique un peu. J'espère bien qu'Elisabeth va pouvoir étayer tout ça d'exemples très concrets. Donc, l'autorité dans la famille. Alors, j'ai envie de vous faire circuler ça, juste pour qu'on soit bien d'accord sur le niveau de politiquement incorrect absolument indispensable pour comprendre qui nous dirige. Voilà, si vous pouvez regarder, parce que c'est très intéressant de regarder que nous avons dans le bas de la page l'emblème républicain, c'est-à-dire Marianne sur son fond bleu-blanc-rouge. Et c'est donc une affiche que nous avons récupérée, Elisabeth et moi, dans un collège agricole, un lycée agricole. Donc voilà ce que... Mais je voudrais que vous regardiez les motifs qui émaillent le « on s'exprime ». D'accord ? Voilà, c'est criminel. On se demande après pourquoi les enfants sont détraqués, donnent des adultes détraqués, des gens qui ne sont pas bien dans leur peau. Voilà, là, si vous voulez, on n'a plus le droit d'avoir un canif dans sa poche, mais on a le droit d'afficher ça dans un lycée. Vous voyez, un canif dans sa poche, c'est la liberté, ça, c'est de l'esclavage. En fait, on est en train de nous hypnotiser et de nous tourner vers la pornographie, car comme le disait Solzhenitsyn, la pornographie est le plus efficace des miradors. Voilà. Donc, ceci étant dit, on peut comprendre que l'autorité dans la famille devient essentielle, en fait. Parce que non seulement elle l'a toujours été par essence, mais aujourd'hui, cette autorité dans la famille doit lutter contre des messages, je dirais, guerriers. Parce que pour moi, c'est un instrument de guerre pour rentrer dans nos cerveaux comme on viole un coffre-fort. On rentre dans le cerveau des enfants. Vous voyez, c'est quand même dramatique. Donc, il faut d'autant plus protéger le cerveau des enfants, ou en tout cas leur donner le moyen de fabriquer des anticorps. Et puis, j'avais envie de faire un lien avec la chasteté ou le chaos. Parce qu'en fait, l'autorité dans la famille, l'autorité dont vous allez nous faire parler ce soir, c'est probablement le sujet, c'est même sûr, le sujet de mon prochain livre. Mais donc là, en fait, on fait une espèce de... Ça va me rendre service, en fait. Mais
le lien avec la chasteté, je me suis dit en préparant cette conférence une chose et qui ramène à ce propos introductif sur la pornographie, qui est vraiment un sujet très grave, et sur les détraquements, si je peux dire, sexuels que ça va engendrer, et sur donc l'asservissement des populations qui est attendu de ce travail de sape. Eh bien, c'est une statue qui est dans les jardins du château de Versailles, c'est Laocoon et ses fils. Et Laocoon et ses fils était une statue que Louis XIV promenait dans le château, qui n'avait pas de place fixe contrairement aux autres statues. Et Laocoon et ses fils, c'est une statue qui est très très belle, qui représente Laocoon, qui est étranglé par un serpent. Et ses fils, à ses pieds, sont aussi en train d'être étranglés par un serpent. Alors qu'est-ce qu'il a fait Laocoon pour être étranglé par un serpent ? Eh bien, c'est un Troyen qui veut prévenir son peuple, dont il est responsable, dont il est un des chefs politiques, qu'il ne faut pas laisser rentrer le cheval de Troie, cadeau des Grecs, parce que c'est un piège. Et il essaye de parler à la population et de dire « Non, ne laissez pas rentrer le cheval de Troie, ce n'est pas un cadeau que nous font les Grecs. » Mais la population ne veut pas l'entendre. Et pourquoi elle ne veut pas l'entendre ? Pourquoi cette punition des dieux ? C'est parce qu'il a commis le péché de chair sur le trône de Zeus. Et là, je trouve que c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il a perdu toute autorité. C'est-à-dire qu'on n'entend pas son message parce qu'il a commis le péché de chair sur le trône de Zeus. Autrement dit, il a commis un blasphème en termes de chair. Et quand on y réfléchit bien, la crédibilité de nos hommes politiques, à travers ce genre de choses ou à travers des comportements de ces personnes, il n'y a plus de crédibilité. C'est une des raisons majeures. Et c'est pour ça la chasteté ou le chaos, c'est-à-dire à partir du moment où il n'y a plus d'autorité sur soi pour commencer, c'est-à-dire la chasteté, comment voulez-vous avoir de l'autorité sur une quelconque population ? Donc voilà ce lien avec la chasteté que je voudrais faire dans mon prochain livre. Alors, on va se faire une petite conférence en 3 points. L'autorité, la famille et l'autorité dans la famille. Donc l'autorité, qu'est-ce que c'est ? Alors le verbe latin augere, d'où viennent les mots autoritas, autorité, signifiant augmenter. Donc une personne augmentée. C'est ça l'autorité, augmenter. J'ai autorité dans ma matière, dans mon métier, je fais autorité. Et cette personne augmentée, eh bien, elle doit permettre l'augmentation des autres, en fait. Augmenter les autres personnes, c'est-à-dire faire grandir les autres personnes. Donc l'autorité, on est déjà d'accord, ça n'est pas je suis le chef, c'est moi le chef, j'occupe toute la place parce que j'ai décidé que j'étais le chef. Non, c'est déjà plus compliqué que ça, rien qu'étymologiquement parlant. Alors, après ça, l'autorité, il y a un premier paradoxe dans l'autorité. Et là, je me suis un peu inspiré d'un philosophe, Paul Ricoeur, que j'apprécie moyennement pour certains engagements, mais qui m'a un peu aidé à construire une partie, en tout cas, avec Hannah Arendt. Donc j'ai Hannah Arendt que j'aime beaucoup, j'ai Simone Veil, qu'on ne retrouvera pas là, mais que je cite souvent, le professeur Magnard sont mes bases. Et d'autres, bien sûr, le professeur Xavier Martin, voilà, je les citerai si au cours de la conférence. En tout cas, Paul Ricoeur, que je cite rarement, m'a un petit peu aidé à décortiquer l'autorité. Donc, il parle du paradoxe de l'autorité. Et oui, il y a un paradoxe, parce qu'en fait, on n'a d'autorité que si déjà on obéit. Donc, une autorité, réellement, est autorisée. Pourquoi ? Parce que si elle n'est pas autorisée, elle n'est pas acceptée, elle n'est pas reconnue. Donc une autorité, pour être véritablement une autorité, il faut qu'elle soit reconnue comme autorité, donc autorisée, par plus haut qu'elle. Donc une autorité n'a d'autorité que si elle est chapeautée par une autorité plus élevée qu'elle-même. Sinon, elle n'est pas reconnue. Donc ça, c'est la véritable autorité, mais c'est déjà le paradoxe. Une autorité est autorisée, en quelque sorte, par plus haut qu'elle. L'autorité, ça n'est pas le pouvoir. Là, c'est un peu Hannah Arendt qui m'a aidé. Et elle dit, Hannah Arendt, qui est donc cette philosophe allemande, qui s'est fait naturaliser aux États-Unis et qui a vécu entre 1906 et 1975, elle dit potestas in populo, autoritas in senatu. Elle dit le pouvoir est dans le peuple, l'autorité est dans le Sénat.
Alors vous allez me dire quel rapport avec la famille? Mais j'y arrive. Cela signifie que donc elle dit en quelque sorte que le pouvoir, je peux, parce que j'en ai les moyens physiques, on est assez nombreux, etc., c'est le peuple, et l'autorité, c'est le Sénat, dans un schéma romain. Et donc, en fait, la politique, le pouvoir politique est à la croisée des chemins entre, justement, l'autorité et le pouvoir. Donc le pouvoir politique, c'est à la fois mener le peuple, mais en suivant les préceptes sages du Sénat. Donc le pouvoir politique, c'est vraiment la croisée des chemins. C'est l'exécutif, comme le faisait remarquer Elisabeth tout à l'heure. Donc on a dans cette définition une étymologie, un paradoxe déjà, une autorité est autorisée, et l'autorité, attention, ça n'est pas le pouvoir. Donc pour une autorité, il faut quoi? Il faut une antériorité. Et ça, c'est ce que la Révolution française, par exemple, n'a pas compris. Les révolutionnaires considèrent qu'ils arrivent avec leur temps zéro, leur point d'origine, alors qu'en fait, une autorité n'est véritablement légitime que quand elle résulte d'une chaîne d'autorité qui se perd dans le temps. Encore une fois, si l'autorité n'est pas autorisée et si elle ne se perd pas dans le temps, l'autorité n'existe pas, elle n'est pas légitime. Donc il va falloir, pour ce régime qui s'implante de cette façon-là, se battre sans cesse par coups d'État, par coups de toutes sortes, pour garder les manettes. Et c'est ce dont on souffre en fait. C'est de cette illégitimité du pouvoir, parce qu'il lui manque tout ça, tout ce pouvoir politique qui n'est pas fondé sur une autorité légitime. Alors, on a vu donc l'antériorité, maintenant on passe à l'extériorité. C'est sûr qu'avec la chasteté, on est sur une autorité intérieure. Je suis chaste, j'essaye, je veux dire, nous sommes chastes, nous décidons d'être chastes, donc de nous contrôler pour être libres et pour aimer. C'est-à-dire que si je ne suis pas chaste et par exemple je suis sous dépendance de la drogue, dépendance de l'alcool, d'un besoin de sexe, de pornographie à tout va, eh bien, je ne suis pas libre, et donc je ne peux pas vraiment aimer, en fait. Donc, je ne suis pas libre, je ne peux pas aimer. Donc, mais l'extériorité dans l'autorité, dans l'autorité, il y a une autre donnée qui n'est plus intérieure, il y a dans l'autorité l'idée de l'autre, déjà. Voilà. Dans la chasteté, on était dans un travail intérieur, dans l'autorité, on est forcément au contact avec l'extérieur. Et donc, cet extérieur... dans notre idée, nous, chrétiennes, de subsidiarité, l'extérieur nous appelle en fait à la responsabilité. Il nous appelle à la responsabilité, c'est-à-dire qu'on est contraint d'honorer une exigence de cette autorité. Donc on l'admet, cette autorité, et ensuite on obéit à certaines exigences parce qu'on l'a admise. Mais donc on a une idée, ça vient de l'extérieur et pas seulement de notre travail intérieur. Après, dans l'autorité, il y a une idée de supériorité. Alors, dans l'idée de supériorité, c'est pas une supériorité, en tout cas pour nous chrétiens, c'est évident, et on va le voir après par des exemples, mais cette idée de supériorité, elle vient dans cette autorité du Sénat, en l'occurrence, si on prend l'exemple romain, et d'Hannah Arendt, ce sont en fait l'exemplarité de témoins, de grands témoins de la vie morale. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, moralement, donc par exemple l'aristocratie, Aristos, le pouvoir des meilleurs, les meilleurs au sens moral. Et c'est bien ça qui nous manque aussi. Vous remarquerez que dans cette description de l'autorité, aujourd'hui, on ne remplit aucun critère en ce qui concerne l'autorité politique. Donc, la supériorité, mais la supériorité à quel niveau? La supériorité morale. Et cette supériorité morale, là où il y a un gros risque, c'est que c'est pas, je décrète par des lois que ça c'est moral, ça c'est pas moral, c'est l'exemplarité en fait. C'est-à-dire, aujourd'hui on est dirigé par des gens qui nous disent « faites ce que je dis parce que je fais », mais nous on a besoin pour obéir de faire ce qu'ils font. Et c'est bien aussi le problème, c'est que l'exemple ne vient pas d'en haut, donc il n'y a pas d'autorité. Donc l'exemplarité est la seule façon, je dirais, de montrer l'autorité, et donc elle est morale, cette exemplarité. Donc j'en venais justement, alors peut-être un petit peu vite, mais nous sommes à la veille de Pâques, ou presque, et là je peux vous lire un passage que, en fait, quand le Christ nous dit...
Le Christ nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. » Et donc nous assistons à travers la crucifixion à l'autorité absolue, en fait, en termes précisément de morale. C'est-à-dire c'est l'exemplarité absolue. Et c'est vrai que nos saints, qui ne sont plus aujourd'hui dans la plupart des écoles et dans la plupart des familles, malheureusement trop mises à l'honneur, eh bien, à travers ces saints et à travers le Christ, évidemment, et la crucifixion, nous avons un exemple moral absolu, total. Et c'est ça, l'autorité. L'autorité, c'est cet acte libre d'amour que le Christ a fait pour nous et qui lui donne toute autorité. Alors, évidemment, ce que nous demande le Christ est incroyablement difficile parce qu'il nous demande de ne pas être comme les pharisiens, dans l'immutabilité de la règle morale, dans le fixisme. Et c'est bien plus compliqué que ça. Il nous demande d'être en chemin. Donc on n'est jamais arrivé. On n'est jamais arrivé, et donc cette autorité qu'il nous demande d'avoir à sa suite, c'est un cheminement qui n'est jamais terminé et qui ne souffre pas d'être fixé, puisque s'il est fixé, il est plus libre, il n'y a plus de cheminement. Donc sans la liberté, encore une fois, on n'avance pas sur ce chemin, parce qu'on ne peut avancer sur un chemin que libre. Et c'est un fait que pendant la traversée du désert, le Christ est confronté à 3 tentations, l'avoir, le pouvoir et le paraître. Et c'est vrai que je me faisais cette réflexion avec Elisabeth, être ou paraître, là est la question. On ne peut pas paraître et être. Et aujourd'hui, on est mangé par le paraître. Donc le paraître du pouvoir, le paraître... on a vraiment, à travers le Christ, cette résistance à ces 3 tentations, et donc cette autorité jusqu'à la crucifixion, jusqu'au don absolu. Alors, justement, j'en arrive tranquillement à l'autonomie qui est nécessaire. Et là, l'autonomie, ça nous fait penser à quelque chose en termes politiques, en termes doctrine sociale de l'Église, c'est la subsidiarité. Donc, il n'y a pas d'autorité sans liberté, en fait, sans autonomie de l'autoriser. C'est-à-dire qu'on remarquera que Dieu, qui nous a créés libres, ne nous impose pas, ne nous impose rien. Par contre, il a toute autorité. Donc, nous, en fait, si on doit marcher à sa suite, à la suite du Christ, c'est d'essayer de vivre cette autorité quand nous avons à faire usage ou à être une autorité dans un domaine quelconque. Donc, il y a une grande liberté à l'origine de l'autorité. Sinon, il n'y a pas, en fait, d'autorité. Donc, le point décisif de tout ça est que vraiment la pierre d'angle, c'est la subsidiarité et l'allégeance qu'on retrouve sous le régime féodal. Alors la subsidiarité, c'est qu'on laisse l'autre libre de s'assumer, hein, c'est ça la subsidiarité, jusqu'à son incapacité où là il va demander de l'aide à l'échelon supérieur. Et puis l'allégeance, c'est que en échange de cette liberté qui lui est laissée, eh bien, il doit allégeance à son suzerain, à son seigneur, à l'époque médiévale, mais c'est en fait une grande liberté qui est laissée, et en échange de cette grande liberté, on doit allégeance au Seigneur. C'est ce qu'on fait en termes religieux. Hein. Il nous a laissé une grande liberté, et en échange, on doit allégeance. Donc on est bien dans l'autorité face à la nécessité de reconnaissance mutuelle, en fait. Et donc, reconnaissance mutuelle, ça veut dire, en quelque sorte, en termes synthétiques, il n'y a pas d'autorité sans amour. Et il n'y a pas d'amour sans liberté. Donc, évidemment, on comprend aussi qu'on a un problème aujourd'hui politique, et à tout niveau, en fait, hein. Et alors, il y a quelque chose, une phrase qui me taraude l'esprit, parce que « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est un ordre, en fait. Et c'est vrai que c'est curieux de dire à quelqu'un « tu aimeras ton prochain comme toi-même ».
C'est vrai, on se dit, mais comment faire pour... Et en fait, c'est vrai que là où on a un gros problème de compréhension, et je l'ai compris, je dois dire que je l'ai beaucoup compris en commençant à travailler sur l'autorité, et particulièrement en préparant cette conférence, c'est que l'amour qui est demandé d'être appliqué n'est pas une émotion, mais un acte de la volonté, en fait. Je dois me mettre à disposition, en fait, dans la disposition d'aimer. Voilà. Et c'est cet acte de la volonté d'aimer, et d'ailleurs c'est souvent ce que je disais dans le milieu professionnel à mes jeunes ingénieurs, plus vous montez dans la hiérarchie et plus vous devez d'être à l'écoute des autres, de ceux qui sont sous vos ordres. Donc en fait, plus on obéit à cette injonction qui est « tu aimeras ton prochain comme toi-même », et plus on a d'autorité, en fait. Donc l'autorité, c'est bien d'abord de l'amour. Donc l'autorité en politique, Hannah Arendt donc, en parle dans Les origines du totalitarisme, et je ne vais pas vous lire sa citation, on va aller un peu vite, mais en tout cas, elle amène à réaliser certaines choses qui prouvent qu'on ne fait rien autrement que dans le temps long, on ne fait rien de légitime autrement que dans le temps long, et que donc ce qui lie les gens entre eux au niveau politique, c'est l'usage, c'est l'acquiescement, c'est l'accord, c'est parce que ça s'est déjà fait, parce que c'est validé par les anciens, parce que c'est mené par des gens sages, respectés, etc., alors on a l'usage et qui est accepté par tous. Et donc on a bien, dans l'Ancien Régime, cette idée du pouvoir politique qui est un véritable sacerdoce. Et je vous invite à relire le testament de Louis XVI, où il dit à son fils, si vous avez le malheur de régner, alors... Donc il y a bien... sur les épaules de Louis XVI, la conscience d'une charge énorme. C'est un petit peu écarter que ce calice... vous voyez, c'est la même chose que ce calice, mais je le boirai jusqu'à la lie, mais et c'est la même chose que dit en fait Louis XVI. Hein. Louis XVI nous dit, dit à son fils... si vous avez... Donc on parle bien là d'un quasi-sacerdoce, hein. Alors qu'en République, le pouvoir politique, c'est un fromage, hein. On est loin du calice, on est loin du sacerdoce. Là, hein. Donc, Hannah Arendt rappelle une chose que j'ai trouvée très intéressante, que j'avais un peu oubliée, c'est qu'en abandonnant à César ce qui est à César, l'Église romaine a conservé pour elle l'autorité, tout en reconnaissant à l'État le droit d'exercer le pouvoir. Donc en fait, quand le Christ dit « rendez à César ce qui est à César », c'est lui qui condescend à laisser à César ce qui est à César. Mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, l'autorité, et là il y a bien, toc, c'est clair, le pouvoir spirituel et le pouvoir, je dirais, laïque, le pouvoir, ne sont pas sur le même plan. Il y a bien cette autorité, l'Église fait autorité, par cette simple phrase en fait, les choses sont mises en place. Clac. On rend à César ce qui est à César, on lui concède le pouvoir, mais l'autorité est là. C'est pour ça que dans la phrase de Jacques Chirac qui dit « le pouvoir politique, il n'y a pas de pouvoir moral, il n'y a pas de loi morale au-dessus de la loi civile », c'est monstrueux. Voilà. On est vraiment dans une inversion. Et on sait ce que c'est que l'inversion. Alors, pour en terminer sur l'autorité en politique, mais qui me paraît nécessaire, brièvement, hein, parce que là on arrive... voilà. Saint Thomas dit, Saint Thomas d'Aquin soutient que c'est la nature et par suite Dieu qui confère l'autorité. Donc on est d'accord avec Saint Thomas d'Aquin. Donc si on considère que l'autorité vient de Dieu, forcément elle élève. Hein. Mais par contre, Diderot, l'encyclopédiste, hein, qui a bien pris soin de nous changer le sens des mots pour être sûr qu'on soit bien miné et qu'on ne puisse pas s'en sortir, hein, nous mettre dans la vase, là, bien jusqu'au cou, Diderot pense que l'autorité appartient soit à ceux qui ont usé de la violence pour s'en emparer, soit à ceux à qui le pouvoir a été confié par contrat. Et là, on revoit le contrat républicain, le contrat citoyen, le contrat... c'était à l'époque de la campagne de Sarkozy contre Ségolène Royal. Ils avaient chacun un contrat.
L'un, c'était le contrat républicain, l'autre, le contrat présidentiel. Vous voyez, donc on est en plein dans le contrat social. Vous voyez, ils sont prévisibles, en plus, c'est extraordinaire. Donc, pouvoir confier, donc on est vraiment loin de la reconnaissance naturelle, mutuelle du contrat. Hein. Donc, et donc, selon Hannah Arendt, d'ailleurs, c'est là qu'Elisabeth me faisait penser à quelque chose sur la justice. Hein. Elle dit que plus qu'un régime fixe, un système totalitaire, et c'est bien ce qui nous étreint aujourd'hui, est d'abord un mouvement dynamique pour détruire la réalité et la structure sociale. Donc pour Hannah Arendt, c'est un mouvement international dans son organisation, universel dans sa visée idéologique, planétaire dans ses aspirations politiques. Donc c'est exactement ce que nous vivons. Et précisément, la révolution qui a été en fait, qui a voulu se répandre sur le monde, a bien voulu, en fait, cette révolution, avoir autorité, et c'est toujours ce qu'elle fait aujourd'hui, autorité sur le monde. Et donc, qui a autorité sur le monde sinon Dieu ? Ben voilà, on a bien des gens qui veulent se mettre à la place de Dieu. Donc, l'argument d'autorité, ensuite, on pourrait dire que jusqu'à la Renaissance, c'est un argument qui est aristotélicien, dans le sens où il est fondé sur la légitimité, la sagesse, l'antériorité, etc. Alors qu'à partir de la Renaissance, on commence à glisser vers une idée mécanique, quantitative, tyrannique du nombre, c'est-à-dire que on se fie à des comités, et on le voit bien aujourd'hui par rapport à l'éthique, comme ils le disent, hein, l'éthique qui est le mot grec pour dire morale. C'est qu'aujourd'hui on crée des comités d'éthique, des comités de ceci, des comités de cela, et qui font autorité. Mais à l'intérieur du comité, on ne sait pas qui y a pas, c'est pas la question. Mais il y a un nombre de personnes, alors c'est sur le climat, c'est sur l'écologie, c'est sur si on doit tuer ou pas les enfants, et si on doit tuer les vieux ou pas, mais ça, c'est un comité. Alors c'est formidable, on ne sait pas qui y a dedans, mais on voit bien que l'autorité aristotélicienne, qui est basée sur la sagesse, n'existe plus en fait. Alors maintenant, je vais un peu vite, hein. Donc la famille. Alors, la famille, qu'est-ce que c'est ? Donc on a vu une définition de l'autorité. Hein, donc avoir de l'autorité, c'est d'abord aimer. Donc quand on plaque cette idée de l'autorité sur la famille, eh bien les choses s'éclaircissent tout à fait. Seulement la famille n'a pas toujours été cette vision, je dirais, bourgeoise, mais gentiment bourgeoise. Hein. Je ne suis pas péjorative, d'autant que je suis un peu issu de ce milieu, mais au sens où bourgeoise, au sens installée dans une espèce de dolence, une vision moderne d'un papa, une maman, des enfants. Ben non, la famille, ça n'a pas toujours été ça, et ne serait-ce que sous l'Ancien Régime, et ben la famille, ça regroupait aussi les domestiques de la maison et tous les gens qui gravitaient autour de la maison. Donc c'était un peu clanesque, si j'ose dire, un peu clanique, la vision de la famille. Donc aujourd'hui, quand on nous expose comme une nouveauté que la famille est à penser au sens large, c'est pas le problème. Ça fait déjà longtemps que la famille est à considérer comme ça. Et d'ailleurs comme première unité de la vie politique. Elle est forcément avec des liens extérieurs et des liens élargis. Hein, le problème de cette famille, justement, qui s'est un peu embourgeoisée, c'est qu'elle s'est rabougrie, elle s'est sclérosée, et elle n'a plus d'incidence politique. Hein, et comme en plus, elle ne produit plus rien, elle n'est plus qu'une unité de consommation, mais elle n'est plus une unité de production, elle n'est même plus une unité politique. Donc après, on dit, la famille, il faut la défendre. Ben oui, mais il faut d'abord que la famille se défende, et qu'elle se remette à exister en tant qu'unité de production et en tant qu'unité politique. Et c'est ça le drame de certains catholiques qui défendent la famille, c'est que si on ne fait pas de politique, la famille, elle ne se défendra pas, elle ne va pas être défendue de l'extérieur, voyez. Donc, aujourd'hui, là j'ai été vraiment rapide, là je vous ai dit foutre toute la page en une phrase quasiment, pour consommer, donc il faut faire disparaître toute idée de fidélité, hein, et de chasteté, parce que si on enlève la chasteté, ben, la consommation a pignon sur rue, forcément. Donc, et encore une fois, c'est au sein de la famille, en fait, qu'on apprend le sens de la mesure et l'exemplarité morale. Hein, l'exemplarité morale qui donne cette autorité au sein de la famille et qui rejaillit ensuite sur les enfants. Donc cette espèce de réaction en chaîne qui est de cercle vertueux. Donc évidemment, il nous faut retrouver cette fonction politique et productrice
de la famille. Donc quand je citais Élisabeth avec ses moutons, c'est pas du tout sans idée derrière la tête, c'est que Élisabeth élève des enfants, mais elle les nourrit aussi avec des produits qu'elle fabrique, etc., etc. Et dernièrement d'ailleurs, j'ai eu sur Radio Courtoisie, à qui je salue Joël Bachelard, si jamais la vidéo passe, qui m'a gentiment invité à une de ses émissions sur Radio Courtoisie, et à un moment donné est venue la question du salaire de la mère au foyer. Et bien là, je m'insurge. La mère au foyer n'a pas à recevoir de salaire, elle n'est pas fonctionnaire. Parce que de l'argent qu'on vous donne, ça vous rend dépendant. Dépendant de quoi ? De l'État. Or, la mère de famille, avec le paysan, quand il ne recevait pas de subvention, c'était les êtres les plus libres de la terre et ceux qui travaillaient avec le vivant, avec le temps long, etc. Donc moi, ce que je demande à l'État, c'est de nous fiche la paix. C'est pas pareil. Et que la mère au foyer d'antan, elle filait, elle tissait, elle faisait des fromages, elle élevait des moutons, et elle arrivait à vendre ça, soit sur le marché, soit à avoir une petite entreprise, machin, et on arrivait à vivre. Seulement aujourd'hui, vous avez à suivre des normes prohibitives, et vous êtes en concurrence avec la Chine qui arrive à commercer de façon éhontée parce qu'on les fait travailler à coups de schlag et qu'on ne paye pas le vrai impact écologique du transport. Et que surtout on obéit à une espèce de profit toujours exponentiel des grands financiers de ce monde qui utilisent donc la pauvreté des uns et la naïveté des autres en Occident. Et qui finance tout ça ? Eh bien c'est nous avec nos impôts, parce que ces gens qui ne travaillent pas, parce qu'on fait travailler des Chinois à coups de schlag, eh bien nous finançons leur chômage. Vous voyez ? Donc on fait des gens désespérés qui ne peuvent pas travailler, et de l'autre on fait des pauvres qu'on matraque pour qu'ils produisent plus vite. Donc, et puis quand ils ne seront pas contents d'être matraqués, on ira au Bangladesh, etc. etc. Donc, tout ça pour dire que, et c'est bien pour ça qu'on a fondé Terre et Famille, c'est qu'il ne s'agit pas, parce que nous avons notre siège social à Briand, 232 habitants, parce que nous parlons aujourd'hui devant une modeste assemblée, il ne s'agit pas de ne pas voir large, parce que il faut faire le bilan, et se dire, alors maintenant, qu'est-ce que je fais ? Il ne s'agit pas de faire le bilan et de se dire, oh ben non, c'est trop, on ne va pas y arriver là. En fait, si, parce qu'il nous reste à tous un libre arbitre, on a été créé libre, et c'est ça qu'il convient de retrouver. Et si on s'y met à plusieurs, eh bien ça devrait marcher. Enfin, en tout cas, c'est notre plan. Donc voilà, Terre et Famille. Mais, alors, l'autorité dans la famille, mais qui assure l'autorité ? Et là, c'est une question que je me suis posée, parce que, entre, je dirais, un certain catholicisme très, comment dire, peut-être très introverti, et une espèce de folie progressiste qui va dans l'autre sens, mais qui finalement se retrouve assez bien sur les échecs et sur les problèmes, c'est que quand on regarde la Sainte Famille, moi je ne me demande pas qui dirige la famille. Ça ne me vient même pas à l'idée. Je regarde la Sainte Famille, je ne me dis pas qui a l'autorité dans la famille. Je ne me pose pas la question. Parce qu'en fait, c'est l'amour. Donc c'est pour ça, c'est presque un appel au secours. C'est pas la peine de se poser la question, qui a autorité ? Quand on dit « femme, sois soumise à ton mari », oui, à ton mari s'il est prêt à mourir pour toi. Donc évidemment, mais là, tout est simple. Il s'agit d'amour dont on parle. Il ne s'agit pas d'autoritarisme. Il ne s'agit pas de dire « tu resteras à la cuisine pendant que moi je ferai ça parce que c'est écrit dans les tables de la loi ». C'est pas ça. C'est pas ce que je lis, moi, là. Je lis pas ça, moi. Je vois le fruit de l'amour total et absolu, qu'est le Christ, qui éclaire un tableau dont les lignes convergent toutes. Les lignes directrices convergent toutes vers le Christ, partent toutes du Christ, et c'est l'amour avec un grand A, l'amour pas émotion, mais l'amour acte volontaire. Voyez, nous décidons d'aimer. Parce qu'on va me dire, oui, dans le Code civil, c'était aussi une des questions à la Radio Courtoisie, on a retiré le statut de chef de famille. Mais là c'est pareil, évidemment, si vous écrivez dans un papier, alors, le chef de famille, c'est monsieur, Ben oui, mais si vous l'écrivez, vous pouvez aussi le désinscrire. Donc, on n'a pas à écrire ce qui est naturel, précisément.
Ce qui est naturel, ce qui est évident, ce qui n'a pas à être écrit. Et ce qui est évident, ce qui est écrit, c'est pas que le père est le chef de famille, c'est que l'amour est le chef de la famille. Voilà, c'est encore plus simple que ça. Et que celui qui est prêt à donner sa vie pour protéger sa famille, forcément, a autorité en quelque sorte, dans le sens où, quand Joseph dit « vite, vite, il faut partir en Égypte », la Sainte Vierge ne se pose pas la question, hein. « Vite, vite, il faut partir en Égypte, parce que je suis là pour vous protéger, vite, vite ». Mais là, il ne se pose pas la question « qui est le chef, au fait ?» Vous voyez, et donc le drame dans cette société qui nous impose un code civil, c'est que ce code civil, il y est inscrit des choses qu'on peut désinscrire. Voilà. Tout ce qu'on a inscrit, tout ce qui n'est plus considéré comme naturel, tout ce qui a besoin d'être inscrit, en fait, s'il est inscrit, c'est parce qu'à terme, on pense le désinscrire. Et ça, je pense que c'est vraiment un piège énorme qui nous est tendu, parce que c'est très difficile pour nos cerveaux de se dire « oui, mais c'était inscrit, donc oui, mais… » Vous voyez le piège ? C'est là que, quand c'est plus l'amour qui dirige, mais quand c'est autre chose, quand cette autorité de la croix, ça n'est pas… Il nous a pas laissé un code, le Christ, il nous a laissé la croix. Enfin, je veux dire, c'est complètement dingue. Il nous a laissé la croix pour tout code. Et nous, il faudrait qu'on s'invente le code civil. Quand on a la croix, on est malade. On est malade, hein, il faut vite se faire soigner, hein. On n'a rien compris, quoi. On n'a rien compris. C'est terrible. Donc, au diable le code civil. Alors, pour la conclusion, puis après on pourra discuter, puis je sais qu'Elisabeth avait des petites choses à rajouter. L'autorité ne se décrète pas. Elle vient de Dieu. Nous ne sommes donc pas tous égaux socialement, etc. Nous avons tous un rôle. Il est évident que il ne s'agit pas de démagogie. C'est-à-dire que la mère de famille a autorité en sa cuisine, elle a autorité en son foyer, elle a autorité sur ses enfants. Jusqu'à l'âge de 7 ans au moins, elle est largement prépondérante dans l'éducation de ses enfants. La question ne se pose pas dans ces termes. C'est beaucoup plus large que ça, vous voyez, c'est beaucoup moins étriqué que ça. Et moi, j'ai peur parce que, si vous voulez, moi qui suis né en 1967, j'aurais aimé entendre ce que je suis en train de vous dire, vous voyez. J'aurais aimé parce que j'aurais gagné du temps. Parce que ce monde étriqué me fait peur, moi. J'ai peur parce que j'ai pas envie d'être enfermé dans ce... Et c'est en ça que la croix est extraordinaire. Quand on pense que depuis 2000 ans, nous vivons tous avec ce maître du temps qu'est le Christ, comme dirait l'abbé Turpot, ce maître du temps qu'est le Christ, nous vivons... oui, on ne peut pas accepter de se laisser enfermer quand on a ça, c'est impossible. Et c'est là, c'est impossible, j'espère en tout cas, parce que c'est là que les saints nous ont montré leur amour, hein, c'est qu'ils ont été libres, et ils ont aimé librement jusqu'à donner leur vie dans les pires souffrances. Donc, ce que dit le Christ dans Matthieu 20, 25, 28... Vous savez que les chefs des nations païennes se conduisent en dictateurs, et leurs grands personnages abusent de leur autorité. Cela ne devra pas être chez vous, dans la famille comme en politique. Hein. C'est pareil, parce que la politique, normalement, c'est une famille de familles. Donc, cela ne devra pas être chez vous. On n'abuse pas de l'autorité. Si l'un d'entre vous veut être grand, qu'il se fasse votre serviteur, et si l'un d'entre vous veut être le premier, qu'il soit votre esclave, tout comme le Fils de l'homme, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Merci, messieurs, dames. Alors, je ne sais pas si Elisabeth ne voulait pas rajouter des exemples un peu concrets. Non, mais enfin moi l'autorité pour moi est très liée à la justice, effectivement, avec l'amour se décline en justice, et c'est vrai que je crois que c'est très important, au moins au sein, enfin non, partout, de bien respecter la justice, oui. Qui est une des formes de l'amour, hein, qu'on a. Donc la justice et l'autorité l'autorité universelle qui vient, enfin
Dieu étant universel nous donne un terrain sur lequel nous avons autorité, mais qui, à mon avis, est limité grâce à... c'est dans notre domaine de compétence, on pourrait dire, si vous voulez. Et parce que vouloir avoir autorité sur tout, avoir dépassé les domaines dans lesquels on a légitimement autorité, ce serait justement outrepasser ses droits et se prendre un peu, tomber dans le péché d'orgueil, parce qu'on ne peut pas avoir, on ne peut avoir autorité que sur une expérience. Tu parlais à un moment de temps long, et effectivement l'expérience, au sein d'une famille, c'est vrai que on ne pourrait pas imaginer que quelqu'un arrive un jour dans une famille et fasse et des velléités d'autorité, parce que il connaît pas, il a besoin de connaître, d'avoir une vraie. C'est un vrai métier, quoi. Voilà. Voilà. Et la justice, oui, pour moi, est très importante. Et c'est vrai qu'on ne peut pas demander à des enfants ou à des personnes d'obéir lorsque ça ne dépend pas de l'autorité du domaine dans lequel est l'autorité et définit l'autorité. Oui, n'est pas reconnu comme étant une autorité dans le domaine où il demande d'obéir. Elle veut être exercée. Oui, je comprends. Ouais. Oui, c'est que l'autorité doit être reconnue, donc si elle n'est pas reconnue comme personne ayant autorité dans ce domaine, effectivement, on ne peut pas demander aux enfants d'obéir. Oui. Et donc, alors, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire Juste pour revenir au code civil qu'on mettait en cause, moi je pensais au top de la loi, au 10 commandements que Dieu nous a donnés, il les a écrits, donc l'homme veut aussi faire finalement un petit peu comme Dieu en écrivant des choses. Alors peut-être l'homme n'a pas d'autorité pour le faire. Et voilà, c'est ça le problème. Mais malgré tout, c'est quand même une limitation du Dieu de l'Ancien Testament, de vouloir écrire les choses qui nous semblent bonnes. Donc l'idée du code civil, à la base, c'était peut-être pas une mauvaise chose quand même, de vouloir écrire des choses qui sont pour organiser la société de la manière possible dans un temps donné. Parce que l'homme écrit, la loi, etc. L'homme ne peut pas s'empêcher d'écrire. Oui, alors je reviendrai dessus, mais je ne sais pas, Elisabeth, vous voulez dire quelque chose ? Moi, j'aurais peur justement de ce côté étriqué, en fait, parce que l'homme, à son échelle, ne veut pas se limiter. En fait, je trouve que l'amour de Dieu dont émane la liberté qu'il nous laisse, et les 10 commandements qu'il nous a légués devraient suffire, en fait. C'est vrai que sinon, une société a besoin de loi, de toute façon. Oui, mais le code civil, on a vécu sans. Il y avait d'autres choses, il y avait des lois. Oui, il y avait des lois. Et bien sûr. Bien sûr. Le code civil, ça a été au 19e quelque chose pour répondre à la morale dominante, bourgeoise, etc. Mais à son époque, ça marchait. Bon, peut-être, je sais pas. Mais il y a toujours besoin d'écrire des choses. Bien sûr, mais au Moyen-Âge. Les écrivains disent, ils voient que l'amour. Ah non, on peut pas psychanalyser. Non. On peut écrire un règlement de la famille qui est valable que pour notre famille. Enfin, vous voyez, non, justement non, parce que ça, on n'en a pas besoin précisément. Parce que la loi, en fait, la loi humaine existe, c'est un échec, en fait. On fait une loi parce que justement, on a raté une marche, on a raté quelque chose et on est obligé de dire, regardez, donc c'est un échec. Mais on est dans cette logique, en fait, et c'est pour ça qu'on glisse vers le totalitarisme. Le code civil, ça vient après la Révolution. Une fois qu'on a eu tout cassé les usages, tout cassé les corporations, tout casser les corps intermédiaires, tout casser les petites lois locales des petits villages, et c'est pour ça que tu as la famille, alors on a besoin de faire un gros code civil. Ah ben non, ah ben c'est pas ça. Mais vous vous rendez compte, là on rentre dans une standardisation et dans forcément quelque chose d'étriqué. Et c'est bien ça que l'Ancien Régime avait compris. L'Ancien Régime, c'est ce que dit Maurras, d'ailleurs, donnez-moi la monarchie, vous aurez plein de républiques. Il le dit mieux que ça, mais ça veut dire ça. Le problème, c'est que là, on rentre dans une machine administrative. Et de quoi souffre-t-on tous aujourd'hui dans nos métiers ? De l'excès d'administratif. Mais il naît là, en fait. Il est révolutionnaire, l'excès administratif. Donc,
pour organiser sa famille, on a besoin de quoi? Des tables de la loi. 10 commandements. 10. Un fonctionnaire qui vous ferait ça administrativement, j'ai rien contre les fonctionnaires parce que je défends la fonction publique. Hein. Je suis absolument contre la mise en concurrence de la SNCF, etc., etc. Mais disons que malheureusement, justement, ces fonctionnaires ont aidé à la disparition de leur propre corps par justement leur incapacité à comprendre qu'ils étaient au service du public et non pas le public à leur service. Donc ça, ils n'ont pas compris. Moi, je me suis battu dans les grandes entreprises pour ça, à dire vous êtes du corps administratif pour m'aider à produire, pas pour m'empêcher de produire. Enfin, c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, c'est ça. On a des gens qui nous entravent, qui nous empêchent de travailler, alors qu'ils étaient là à l'origine pour nous aider, pour nous enlever certaines tâches. Eh bien, le Code civil, pour moi, c'est exactement le résultat de ce travail de sape incroyable qui a supprimé tous les corps intermédiaires, qui a supprimé l'ordre province, dans les provinces, dans les villes, dans les communes. Et aujourd'hui, on continue. On veut supprimer les communes pour faire des communautés de communautés de communautés de communes. Et là, il va falloir faire des codes incroyables. Parce que la commune, elle était dirigée, 232 habitants, par 11 personnes dans un conseil municipal. Mais quand cette petite commune fera partie d'un grand ensemble de X milliers d'habitants, qui ne sont encore pas sûrs, mais il va falloir inventer des codes, des trucs et des bidules. C'est évident. Et c'est ça qui ne va pas. Et c'est pour ça que vous avez les 10 commandements et vous avez le message christique. Vous avez tout pour vivre. Après, qu'il soit nécessaire de régler au niveau des corporations, il y avait des règles, et c'est évident. Les droits d'eau, par exemple, c'est très intéressant, les droits d'eau. Passage d'eau sur un terrain, alors tel jour on fermait l'écluse, tel autre. Bah, évidemment, parce qu'il fallait justement retrouver l'idée de justice, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas que l'eau passe que dans un terrain pour enrichir une terre et puis que l'autre soit privée d'eau. Donc vous avez des vieux actes que vous pouvez retrouver chez vous. Comment ? Voilà, exactement. Mais c'était très local et ça ne faisait pas l'objet d'un code civil qui ne peut faire que nous étouffer parce que maintenant le code civil, il n'est plus code civil, il est code européen. Et c'est le code européen qui décrète que la famille peut être monoparentale. À partir du moment où j'ai un code civil qui englobe tous les autres codes, parce qu'on a tout cassé le reste, mais pourquoi s'arrêter ? Et c'est ce que décrit Hannah Arendt. Et là, je tombe dans un système universel, un système totalitaire. Et aujourd'hui, quand on nous dit que Macron, il dirige quoi ? Il dirige rien, Macron. Il est en train d'être obligé d'appliquer l'article 106 du TFUE, c'est-à-dire du traité européen qui impose la mise en concurrence de tous les organes publics. Et donc il dirige rien. Il n'y a plus d'autorité. Qui dirige ? C'est le TFUE. Alors c'est plus le Code civil, c'est le TFUE. Ah ben moi j'ai la trouille, ça me fiche la pétoche, vraiment. Et c'est pour ça que je suis aussi véhémente à l'égard du Code civil, c'est que pour moi, Révolution française, je mets tout à sac, et après je fais un code. Vous voyez, on met tout par terre. C'est comme ça. On est en... J'ai l'impression qu'en fait, ce qu'il faut dénoncer, c'est plus l'idée de contrat qui est à la base. Absolument. C'est le contrat qui fait loi, et ensuite on se soumet au contrat qu'on a l'émanation de nous. Oui. En revanche, écrire un règlement quand on est directeur d'école et qu'on a autorité pour gérer son école, donc c'est un acte nécessaire. Ah, tout à fait. Hein, je ne vais pas faire le règlement. Non, mais bien sûr, bien sûr. J'ai réfléchi que, voilà, dans tel domaine. Oui, mais là, chère madame, quand vous écrivez votre règlement, vous restez à votre bon niveau. Oui. C'est-à-dire, on ferme la porte à telle heure, on l'ouvre à telle heure, on déblaye les poubelles à telle heure, etc. Quand, dans le Code civil, on nous explique qui est le chef dans la famille, mais attends, on n'a pas besoin de l'État pour nous expliquer. Parce que maintenant, il nous explique l'État qu'il faut apprendre ça à nos enfants. Et c'est comme le salaire de la maîtresse de maison. Si c'est le chef, si l'autorité, la hiérarchie dans la famille est décidée par quelqu'un extérieur à la famille, mais où est-ce qu'on peut glisser l'amour dans tout ça ? C'est plus possible. C'est étanche. On a fait une cellule étanche et qui ne peut que mourir, sclérosée, parce que justement, elle ne s'alimente plus elle-même, elle ne s'éclaire plus elle-même. C'est bien ce que je veux dire par là. C'est que c'est l'amour qui éclaire la famille. Et donc, si vous avez le Code civil qui vous explique ce qu'est la famille, il n'y a plus besoin d'éclairage, hein, il n'y a plus besoin de ça. Et quand vous inventez, vous créez, vous faites votre règlement, vous restez à votre niveau, humblement. Vous faites fonctionner votre machine. Le problème de la Révolution, c'est qu'elle a voulu tuer Dieu.
Et elle a voulu tuer la famille. C'est pour ça qu'elle a tué le père des pères de famille, elle a tué le roi et la reine. Vous voyez ? Et puis c'est vrai que c'est depuis qu'on n'a plus Dieu au-dessus des lois aujourd'hui qu'on a autant de lois si coercitives. Forcément, Exactement. tout est inondé par des malfaisances, quoi. Donc du coup, on est obligé de combattre ici, mettre une digue là, un barrage. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire, je te remercie. Parce que voilà, c'est ce que je voulais dire. Quand vous avez fait ça, vous allez faire des détraqués sexuels, obligatoirement. Vous avez un Tampax, des pilules, des machins, enfin bref, c'est immonde. Hein. Eh bien, c'est pas que la chose soit immonde en soi, mais c'est complètement déplacé d'en faire une affiche. Enfin, alors on va faire des détraqués sexuels, on va leur vendre des machins, et puis après, on va avoir donc ce qu'on a aujourd'hui, des bêtes fauves. Des bêtes fauves. Et tellement des bêtes fauves que maintenant, un homme, s'il regarde une petite fille, il peut être condamné de pédophilie, de machin, de trucs, parce qu'on n'a plus le droit de se passer la main dans le dos. Une main dans le dos. Oula, ça doit être c'est bizarre. Oula, bizarre. Et donc, on va inventer des codes. Et c'est ce qu'on fait. Tu me disais l'exemple de personnes qui encadrent des jeunes enfants. Les règles sont extrêmement strictes sur... Non mais oui, c'est-à-dire qu'on a un cousin qui est prêtre en Angleterre et qui n'a pas le droit de recevoir nos enfants, donc son neveu, dans sa même maison. Voilà, il n'a pas le droit. En fait, c'est vrai que à partir de... Mais... oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut plus endiguer le mal. Donc on met des lois, et qui sont sans fin. Parce que justement, on ne revient pas à ces lois divines. Exactement. Pleines d'amour. Mais exactement. Mais c'est le modèle révolutionnaire. Ouais. Le modèle révolutionnaire, c'est je casse tout. Et comme j'ai tout cassé, après, c'est moi qui dis la loi. Autrement dit, je me mets à la place de Dieu. Le bon Dieu, il est juste bon, et ça c'est ce qu'on dit dans Cessez de nous libérer, à être dans la sphère privée. C'est-à-dire, c'est rigolo, Dieu, c'est un petit reliquat traditionnel, si ça vous fait plaisir, avec les crêpes et tout ça. Bref. En fait, mais c'est ça, en fait la révolution c'est ça, c'est je casse tout, et une fois que j'ai tout cassé, je réinvente les lois. Et je me mets à la place de Dieu. Et ça continue. Donc le Code civil, qui est le résultat, pour moi, de la Révolution française, on n'en a jamais eu besoin avant. Et puis ça, vous voyez, ça va fabriquer des malades sexuels. Et après, on va inventer des lois qu'on invente déjà. Je suis déjà en retard. Hein. Quand je vous dis ça, je suis déjà largement dépassé. Donc on est vraiment dans une guerre eschatologique. On est vraiment dans une guerre du bien contre le mal. On est vraiment dans une... où il ne s'agit pas de se dire « je suis du côté du bien, tout va bien ». Non, on est vraiment dans ce chemin semé d'embûches parce qu'on n'est jamais arrivé en fait. L'autre est tellement rusé qu'on est toujours obligé d'être aux aguets. Et c'est ça, je pense aussi. Si vous voulez, ce qui m'amuse, c'est que dans nos campagnes, moi je me souviens de mon grand-père, dès qu'il commençait à y avoir de la neige, il avait une pelle, un seau de sable dans son coffre, une paire de bottes, au cas où on tombait en panne. Et bien aujourd'hui, les gens ils ont une assurance, ils n'ont même plus de roue de secours dans leur voiture. Et bien, d'un point de vue spirituel, c'est pareil. On n'a plus besoin de rien, parce que de toute façon, on a la République qui... vous voyez, alors on a des assurances, mais la République qui va tout assumer, attendez, à quoi ça sert Dieu ? C'est des trucs complètement ringards, ça. On n'a plus besoin de rien de prévoir, puisqu'on n'est plus libre, on n'est plus autonome, on appartient à un système monstrueux qui se nourrit de nous en plus, et on trouve ça bon. Vous voyez, c'est dingue. Voilà. Non, mais en termes d'autorité, du coup, il n'y a plus aucune autorité. Ah bah non. C'est vrai que mai 68 qu'on fête bientôt, là, c'est plus d'autorité, ce qui fait qu'aujourd'hui, on en crève, quoi. On en crève. Il n'y a plus d'autorité, c'est exactement ça. Exactement. Et donc ça, je fais par amour. Et ça, je vous assure que ça, c'est... Non, mais c'est formidable. C'est formidable. Et du coup, ce que vous faites dans votre famille, parce que vous avez autorité dans votre... c'est de la vraie subsidiarité. Et c'est ça aussi que le Code civil empêche, c'est qu'on perd cette subsidiarité. C'est vous qui décidez. Parce que bientôt, imaginons qu'on laisse faire le salaire de la femme, le machin, etc. C'est comme le paysan. Le paysan avant, dans sa ferme, personne ne venait lui dire « dis donc, là il faut planter ça, il faut tailler à telle année, machin, à tel mois, tel jour, tel machin, telle heure ».
pourquoi aujourd'hui il est entravé? Parce que justement, il est rentré dans cette spirale de l'argent qui lui est donné, qui est redistribué en fait. On lui prend, puis on lui redonne après. Enfin, on nous le prend et on lui redonne. Et donc, c'est pareil pour la famille. C'est-à-dire qu'on voit bien cette marche incroyable, insidieuse du système qui va vous enlever ce qu'il vous faut pour vivre. C'est-à-dire, on vous enlève l'oxygène, on vous bâillonne. Ah, vous dites l'oxygène, vite, alors on vous met de l'oxygène sous perfusion. L'oxygène sous perfusion. Ça, c'est le paysan qui vit de subventions. Parce qu'au départ, on lui a supprimé. On l'a mis en concurrence avec des pays, des machins, des trucs. Enfin bref, on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il ne puisse pas vivre. Donc on le prive d'oxygène. Alors vite, on lui met sous perfusion. Ah ouf, voilà la perfusion. Voilà. Ça va mieux. Et puis on réduit un peu la perfusion. Et c'est plus de perfusion là, plus de perfusion, je ne peux plus respirer. Enfin bref. Ce que je veux dire. En fait, l'oxygène, on ne la met pas en perfusion, c'est pas la... Non, oui, c'est ce que je veux dire. J'étais en train d'y penser. C'est pas un bon exemple, mais peu importe. C'est la nourriture, le sucre, le glucose, plus de glucose, voilà. Mais du coup, non mais, vous voyez l'idée, en fait. Et donc, je trouve que c'est ça qui est vraiment traître, c'est qu'on nous enlève de quoi vivre, et puis après on va nous le rendre. Vous voyez, c'est comme la TVA, on la prend, puis après on vous la rend. Et donc, vous ne vivez plus que de ce que vous rend l'État. Enfin, c'est incroyable, ce truc. Vous ne vivez plus. Aujourd'hui, un paysan, il vit de ce que lui rend l'État. Non, mais ça veut dire qu'on nous vole. Vous voyez, on nous vole. Et après, on nous en rend un peu, parce qu'on veut bien, pour nous laisser vivre un peu. Enfin non, pour nous laisser mourir tranquillement. Vous voyez, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment une mécanique. Vous voyez, c'est une mécanique de destruction. Et c'est vrai que ce que vous dites, eh bien, vous, quand vous êtes libre dans votre maison, vous décidez de la règle dans votre maison. Et cette famille, dans son village, va contribuer à la règle dans le village. Et ce village va contribuer à la règle sur le comté, la règle du comté, et le comté sur le duché. Vous voyez, il y avait une logique, quoi. Mais là, aujourd'hui, avec le code civil, avec le code européen, parce que là, le code civil, il est dans les choux, il est dépassé complètement, mais avec le TFUE, alors là, la famille que vous êtes ne représente plus rien, le village plus rien, le comté plus rien, le duché plus rien, et la nation plus rien. De proche en proche, et c'est bien pour ça que si on doit recommencer le combat, il faut le recommencer là où vous dites « Je suis maître dans ma famille, j'établis mes règles, et je fais la chasse à tout ce qui peut entraver ma liberté, en fait. » Donc mon autorité, donc... C'est par la télévision. Parce que dans la famille, l'autorité de la famille, si vous regardez la télé, c'est... Ben, c'est sûr, hein, ça... Mais la chasteté ou le chaos, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce qui engendre une dépendance est mauvais. Parce que tout ce qui engendre une dépendance, par nature, vous prive de liberté. Et si vous êtes privé de liberté, on fait ce qu'on veut de vous. Vous êtes en esclavage. C'est la révolution qui arrive dans votre foyer. Exactement. Tout à fait. Et donc là, il faut être extrêmement vigilant, parce que ce qu'on dit souvent avec Elisabeth, c'est qu'il ne faut pas non plus couper les enfants du monde, il faut leur permettre de construire des anticorps contre ce monde. Donc il faut éventuellement qu'ils regardent la télévision, mais avec tous les anticorps, tous les... tac, et c'est là que l'autorité dans la famille est extrêmement importante, parce que plus que jamais, puisque la famille était le dernier donjon en fait. On a eu la nation qui était, on va dire, la première muraille, et puis ensuite l'industrie, la tati, la tata, et puis là aujourd'hui c'est le dernier donjon. Et donc ils sont en train de la prendre d'assaut, de prendre d'assaut ce donjon. Donc il faut créer des anticorps. Et ce que dit Elisabeth est juste, aujourd'hui, ou hier, on fête si on peut dire, l'anniversaire de mai 68, on est pile dans l'actualité. C'est-à-dire que c'est vrai, depuis mai 68, il n'y a plus d'autorité. Alors, 89 avait déjà bien amorcé la chose, mais il y avait des reliquats de quelque chose. Et puis avec mai 68, c'est officiellement, nous supprimons l'autorité, puisqu'il est interdit d'interdire. Mais c'est vrai que pour l'autorité qui fera grandir vos enfants, elle peut s'exercer qu'à travers un amour infini, en fait. Parce que c'est vrai que si entre pouvoir et autorité, Stéphanie en parlait, qui n'est pas forcément le même, quand on impose par la force et pas par l'amour de faire certaines choses, après, les enfants en l'occurrence, vont appliquer par crainte.
Et voilà, c'est ça. Et du coup, adultes, ils grandissent viciés, quoi. Mais ça, c'est vrai que c'est très important parce que du coup, on peut penser que dans ce monde révolutionnaire, ambiant, tentaculaire qui envahit toutes les sphères, on peut voir se créer une espèce de réaction, de contraction de certaines personnes ou de certaines familles qui s'isolent de ce monde et qui peuvent rentrer dans ce fixisme, justement. C'est ce que j'essaye de dénoncer un petit peu, ce fixisme qui finalement entraîne aux mêmes perversités. Parce que quand vous avez un monde qui se réduit, et qui devient hyper autoritaire, parce que précisément il y a un déficit d'autorité à l'extérieur, alors on devient hyper autoritaire à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on fait quand on devient hyper autoritaire? En fait, on perd son autorité. Et parce qu'on perd l'amour. Ouais. Et on enlève la liberté. Du coup, on enlève la liberté, donc il n'y a pas d'amour. Ouais. Et donc, on a les mêmes problèmes sexuels, dépendance, etc. On retombe dans le même problème que le progressiste qui aura aboli toute autorité. Et donc c'est cet équilibre incroyable, si vous voulez, c'est pour ça, cet équilibre incroyable de la Sainte Famille, de la Croix et qui est en fait un message, une porte vers l'absolu complètement. Parce que, mais quand on voit qu'on ne peut plus laisser une croix à Plohermel sur la statue de Jean-Paul II, qui Jean-Paul II est un homme d'église sur lequel on met une croix. C'est pas choquant, ou alors il faut enlever l'homme d'église. Il faut lui enlever sa soutane, il faut tout lui enlever, vous voyez. Mais non, Jean-Paul II ne dérange pas, la soutane non plus, on laisse la statue, mais c'est la croix. Et quand on parlait tout à l'heure d'Anzy-le-Duc, le fameux vitrail qui en fait a permis de sauver l'église, parce qu'on leur a dit « Ok, vous changez tous les vitraux, sauf celui du chœur, parce qu'il a moins de 10 ans de restaurer. » Changez tous les vitraux, mais pas celui du chœur. Celui du chœur, il représentait quoi? La croix. Et c'est là que Gérard Fromanger, je vous la fais vite, rapide, a dit « Ah mais non, mais moi, mon art n'est pas compatible avec la liturgie. » Donc il s'est dévoilé. C'est la croix qui a repoussé Vade Retro Satanas. C'est la croix qui a sauvé Anzy-le-Duc. C'était absolument incroyable. Mais c'est pour ça, moi j'insiste beaucoup sur le côté politique, parce que je crois que, si vous voulez, pourquoi on a perdu, on peut dire, on n'a pas tout perdu, parce que c'était intéressant ces manifs pour tous, etc. On a vu qui était qui faisait quoi, et puis surtout tout le monde a été surpris par le nombre, etc. Mais ce qui fait le grand tort, à mon avis, un grand tort aux catholiques, c'est qu'ils ne sont pas assez convaincus de leur rôle politique. Et la famille, ne serait-ce que la famille est une unité politique en fait. C'est sur elle que s'est bâtie la véritable politique au sens noble, et aujourd'hui, on veut l'ignorer, et la famille elle-même a oublié qu'elle était une puissance politique, et du coup, elle perd, et c'est ce que disait Fabrice Adjadj dans une conférence aux Journées Paysannes, qui est une association amie, les Journées Paysannes, vous connaissez, François de Sauce. Eh bien, c'est ce qu'il disait. Il disait, en fait, la famille n'a plus de raison d'être, puisqu'elle ne produit plus rien. Voilà. Donc c'est un peu à la famille de redevenir, ce que vous disiez tout à l'heure, de redevenir moteur dans son village, dans ses compétences. On produit dans la famille, on ne fait pas que consommer.